Alors, c'est la 4e fois, comme Alice l'a dit, que j'interviens ici. Donc moi, je suis un ancien du pôle. Alors ça, c'est nouveau. Donc j'étais dans la promo 2013. À l'époque, ça s'appelait e-business. Donc c'était la promo qui traitait tous les sujets liés au web et au digital. Donc j'ai une expérience de 2 ans en création de start-up à la fin de mon cursus, ici à l'EMLV. Cette expérience, elle m'a amené à faire un MOOC sur Internet sur la création de start-up, en fait, sur les étapes clés à suivre, tout ce que j'avais appris, en fait. Et ce qui m'avait manqué, moi, dans mon cursus, en fait, en tant qu'étudiant. C'est aussi un contenu que j'ai pu donner à des étudiants au pôle, à travers un module, en fait, qui a eu lieu il y a 2 ans et l'année dernière aussi. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est à travers 6 ateliers, de suivre les grandes étapes de la création d'une start-up. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de la sensibilisation. Donc ce serait intéressant aussi que vous me disiez où vous en êtes dans vos projets. Est-ce que c'est vraiment embryonnaire? Est-ce que vous êtes au tout début juste de l'idée? Est-ce que vous avez déjà construit quelque chose? Là actuellement, moi je travaille en tant que consultant dans une boîte qui s'appelle DXC Technologies, qui est un cabinet de conseil. On accompagne plutôt des grandes sociétés dans leurs projets informatiques. Donc, moi, je suis notamment spécialisé sur un logiciel de CRM qui s'appelle Salesforce. Donc, on met en place ce type de logiciel en entreprise pour des clients. Et donc, ça va aussi boucler un petit peu le sujet d'aujourd'hui. On va avoir les méthodologies de travail quand on développe un produit. Donc, on va découvrir ce que c'est que la méthode dite agile, dont vous avez peut-être entendu parler, et aussi la méthode dite waterfall, en cascade. Donc, c'est un peu les 2 grandes approches qui existent aujourd'hui. Donc ça va être une introduction à ça. En fait, les précédents ateliers, on a vu donc, ce que c'était qu'une start-up. On a vu que l'importance de trouver un problème avant de se focaliser sur l'idée que vous aviez. Ensuite, comment tester votre idée pour résoudre ce problème. Donc on avait notamment introduit la notion de MVP. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de MVP. Par levée de main, qui a déjà entendu parler du MVP? D'accord. Bon, on en reparlera si besoin. Et donc en fait, l'MVP, c'est le prototype en fait, c'est la première version de votre produit. Et ici, aujourd'hui, on va parler de comment constituer une équipe et développer un produit. Donc l'étape d'après le prototype, l'idée c'est que vous avez déjà validé votre idée et vous voulez construire un produit de façon un peu plus organisée. Donc, on va se poser 2 principales questions. De qui, en tant qu'être humain, et de quoi avez-vous besoin pour construire votre produit? Donc ça, c'est vraiment les 2 questions qu'on va courir aujourd'hui. On va commencer par la partie équipe. Donc, comment s'entourer dans une équipe quand on démarre un projet? Comment se comprendre? Donc, moi, je vais parler aussi un petit peu de mon expérience, de comment moi j'avais vécu les choses au moment de démarrer mon projet. Donc, tout projet démarre par une équipe. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est votre force numéro 1. Il y a cette phrase de Paul Graham que je trouve top qui dit qu'une bonne équipe peut rattraper une mauvaise idée, mais une mauvaise idée ne pourra jamais rattraper une mauvaise équipe. Et donc ça, c'est bien important de comprendre que quand vous allez démarrer votre projet, solliciter des partenaires, des business angels, voire lever des fonds, la première chose dans laquelle ils vont investir, ce n'est pas dans votre idée, mais c'est dans votre équipe. Donc c'est le point le plus important à retenir en ce début de séance là-dessus, parce que on va voir qu'après il y a d'autres éléments, mais en fait aujourd'hui il y a plus un déficit de talent que d'argent. C'est-à-dire que les talents sont beaucoup plus importants que l'argent, parce que voilà, aujourd'hui maintenant c'est acté. Le phénomène des startups est plus qu'à son apogée. Et donc, il y a beaucoup de financement pour accompagner les projets. Mais du coup, l'offre et la demande se sont inversées. Avant, c'était des entrepreneurs qui couraient auprès des fonds. Et maintenant, c'est des fonds qui courent auprès des entrepreneurs. Et donc, votre équipe, c'est votre principal argument quand vous allez démarcher des investisseurs. Donc ça, c'est si vous êtes dans la démarche de lever des fonds. Mais même vous, ça va être votre principale force pour développer votre produit. Donc les talents sont plus rares que l'argent, et c'est pour ça que c'est très important. Donc qu'est-ce que ça représente une association? C'est une métaphore qui est connue, mais c'est vraiment parlant, c'est le mariage en fait, parce que
Contrairement au mariage, vous allez passer plutôt les soirées, les week-ends avec votre partenaire. Là, quand vous allez démarrer un projet, vous allez passer vraiment la journée entière ensemble. Donc comme on dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pas anodin comme choix. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir ses partenaires. C'est très engageant. Maintenant qu'on a dit ça, un petit peu si on reprend la métaphore de l'amour, c'est pas seulement donc, se regarder dans les yeux, mais c'est aussi regarder dans la même direction. Parce qu'il y a des choix qui vont être importants. Lorsqu'on s'associe avec quelqu'un, si je reprends l'exemple amoureux, vous allez avoir des choix structurants, des décisions à venir. Le fait d'avoir des enfants, par exemple, c'est un choix qui n'est pas anodin. Le fait de vouloir vivre dans un environnement urbain ou rural, c'est des choix qui ne sont pas anodins. Et ça, forcément, dans une discussion de couple, ça va arriver à un moment donné. Et si vous n'êtes pas aligné là-dessus, ça risque de poser problème. Quand vous êtes fondateur, associé, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez des attentes qui sont différentes en termes, je ne sais pas, si vous avez des associés qui veulent, par exemple, vendre assez rapidement votre business, ou d'autres qui disent non, moi, coûte que coûte, je suis là pour développer un projet sur 15 ans pour changer une industrie, ce n'est pas du tout la même dynamique. Donc, c'est important de se poser déjà les bonnes questions, avec qui on s'engage, pour savoir dans quelle direction on va et quelles attentes, pour ne pas créer de frustration. C'est très important d'avoir ces discussions qui sont un petit peu difficiles au début. Voilà, c'est peut-être pas très romantique, mais dire qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on est prêt à attendre en galérant, est-ce qu'on a envie de faire de l'argent rapidement ou est-ce qu'on est prêt à attendre plus longtemps. Il faut être aligné, regarder dans la même direction pour pas qu'il y ait de problèmes. Enfin, en tout cas, minimiser le nombre de problèmes. Parce que des problèmes, vous allez en avoir quoi qu'il arrive en développant votre projet. Alors si vous pouvez minimiser déjà les problèmes relationnels, ça vous aidera grandement. Mais pour autant, il ne faut pas avoir des clones, idéalement dans une association. Il faut quand même une différence dans les expériences, dans le background, parce que en fait, quand vous allez développer votre projet, ça va être une force d'avoir des gens qui ont vécu des choses différentes. Mais là, ce qui est important, c'est de regarder dans la même direction, même si on a eu un passé qui est différent. Donc c'est beaucoup de choses très simples, mais c'est juste des rappels, parce qu'on est vraiment dans de l'humain, et ça a l'air anodin, mais pour développer un projet, le côté humain va être omniprésent dans votre quotidien. Alors, à la question, est-ce qu'il vaut mieux se lancer seul ou pas du tout, moi, mon conseil, ce serait de se lancer seul quand même. Donc, comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Si vous êtes seul, vous allez avoir liberté pour exécuter l'idée dans la façon dont vous l'entendez. Vous allez pouvoir vite mettre en place ce que vous désirez. Par contre, il y a forcément un moment où, si vous allez vouloir atteindre certains objectifs, vous allez avoir besoin d'une force de frappe collective et d'avoir des talents autour de vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne vous empêche, dans un premier temps, de vous lancer seul, à travers notamment ce qu'on a vu à l'atelier précédent sur la notion de MVP, où vous pouvez quand même déjà, aujourd'hui, en 2019, vous avez toute une série d'outils que vous pouvez déjà exploiter pour déjà valider vos idées de départ, et ensuite, pourquoi pas, en chemin, trouver des associés. Ça, c'est pas incompatible. Donc, la question qui vient souvent, c'est comment est-ce qu'on trouve des associés? Donc, même chose que ce que je viens de dire, je pense que c'est en cheminant, donc c'est en développant votre projet. Vous n'allez pas forcément... C'est très difficile de convaincre quelqu'un quand vous avez juste l'idée sur un bout de papier en disant « Rejoins-moi, ça va être génial, moi j'ai juste l'idée, mais je cherche quelqu'un pour développer, ou je cherche quelqu'un juste pour faire le design, ou si je suis le développeur, je cherche juste quelqu'un pour m'aider à vendre. » Vous pouvez en fait déjà démarrer votre projet dans votre coin. Et ensuite, avec un certain nombre de résultats, ce sera beaucoup plus simple d'aller frapper à la porte de quelqu'un qui a une compétence et lui dire, voilà, moi j'ai déjà fait cette partie du travail, viens m'aider à faire le reste et on s'associe. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous démarrez, vous avez une vision ou sur un marché ou sur une idée, vous dites, voilà, moi je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Et peut-être que c'est compliqué au début de convaincre des gens sur cette vision-là, mais si vous arrivez déjà à valider certaines de vos idées, avoir, je sais pas, des inscrits sur votre landing page, avoir un certain nombre de personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez, et bien c'est des arguments pour aller rencontrer d'autres personnes et dire voilà, aide-moi à démarrer, j'ai déjà un début de traction, maintenant aide-moi à passer à l'étape supérieure. Donc
souvent aussi une des questions auxquelles on se pose quand on est entrepreneur, c'est est-ce qu'il faut s'associer avec des amis? À cette question, moi, mon avis personnel, c'est que ce n'est pas tellement une question d'amis ou pas, c'est plus une question d'affinité avec un mindset qui nous ressemble. En fait, je pense que pour être associé, il faut être dans une relation d'honnêteté permanente à travers ses associés et de confiance, et d'avoir confiance avec les gens avec qui on travaille. Et donc, personnellement, moi, je sais que j'ai des amis avec qui c'est très compliqué d'avoir ne serait-ce que d'organiser parfois un week-end ou de partir en vacances. Et c'est des gens que j'apprécie, qui sont des amis, mais avec qui je sais que c'est difficile de collaborer. Et il y a d'autres personnes qui sont des amis avec qui je sais que c'est beaucoup plus simple de mener des projets, et donc je peux me projeter beaucoup plus facilement. Donc pour moi, ce n'est pas tellement une question d'amitié, c'est plus une question de se dire, voilà, je vais être enfermé toute la journée avec quelqu'un, à travailler sur un sujet. Est-ce que je sais que je pourrais être moi-même? Est-ce que je sais que je pourrais faire des retours aussi honnêtes à cette personne, sans qu'elle le prenne mal, sans qu'on crée des conflits de façon systématique? Donc c'est plus là où je mettrais le curseur dans la sélection de personnes avec qui vous travaillez. C'est des gens avec qui vous êtes à l'aise pour être vous-même et en qui vous avez confiance. Donc ça peut être des amis, si c'est le cas, tant mieux, mais ce n'est pas forcément, à mon goût, exclusif. Donc là, une autre phrase de Paul Graham sur cette notion-là qui explique simplement que faire confiance à votre intuition, c'est la chose la plus importante à faire lorsque vous êtes avec des personnes. Et donc c'est ce que vous faites déjà de façon naturellement quand vous avez des amis autour de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous faites de façon purement rationnelle. C'est que vous avez une affinité, vous avez une intuition qui vous dit, voilà, je me sens bien avec cette personne, donc je reste avec cette personne. Et pourquoi je dis ça? Parce que Paul Graham, qui est, pour vous mettre dans le... Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Paul Graham. Non, j'imagine. Paul Graham, c'est le fondateur de ce qu'on peut appeler un accélérateur de start-up aux États-Unis qui s'appelle Y Combinator et qui a notamment accompagné des start-up comme Dropbox, Airbnb, Stripe, voilà, un certain nombre de grands de start-up à succès. Et en fait, il explique dans ses conférences ou dans ses essais sur son blog que souvent en start-up, quand on mène un projet, il faut être très contre-intuitif. Et c'est un petit peu comme le ski. C'est-à-dire que si on est complètement intuitif au ski, on n'avancerait pas on serait à reculons en arrière sur les skis. Parce que descendre une pente, c'est vraiment pas quelque chose d'intuitif quand on est un être humain. Et donc ça, quand on développe un projet aussi, il faut apprendre à parfois être contre-intuitif, à accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas qui fonctionnent, et donc du coup à suivre une méthodologie pour les tester. Et donc ça, ça rejoint les choses qu'on a vues aux ateliers précédents aussi sur le côté Lean Startup, où on va avoir une méthodologie pour tester des idées, récolter de la donnée et mettre à jour cette boucle d'apprentissage. Là, quand on est avec des êtres humains, c'est vraiment différent. Il ne faut pas avoir peur d'être, pour le coup, intuitif. Parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un projet, on est au cadre de rapports humains. Donc, dans une start-up, dans votre projet, dans le développement de votre produit, je pense qu'on peut être très rationnel. Dans le cas d'une association de personnes, je pense que vous pouvez continuer d'écouter votre instinct. Il ne vous a pas trop fait défaut sur vos amis, j'imagine, jusqu'à maintenant, donc vous pouvez continuer de l'utiliser pour même votre association dans vos projets. Alors, donc, de quel profil avez-vous besoin pour démarrer un projet? Donc ça, c'est une vision très, on va dire, software. Donc vous allez avoir besoin d'une équipe pour développer un logiciel. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, quand vous allez démarrer un projet de start-up, a priori, il y aura du logiciel qui va être impliqué dedans. Donc le trio idéal, on va dire, c'est d'avoir quelqu'un qui va être responsable de la partie technique, donc en général un ingénieur, qui va être capable d'exécuter en fait la partie technique pour donner vie à votre projet. C'est également utile d'avoir quelqu'un qui va être garant de la partie design, donc qui va être focalisé sur l'expérience utilisateur et tout le parcours utilisateur et le design d'interface, et quelqu'un qui va avoir un rôle beaucoup plus business et qui va être la personne qui va aller chercher les prospects, chercher les clients, parler éventuellement aux investisseurs et avoir un côté un petit peu plus guerrier sur ne pas avoir peur d'aller faire du démarchage. Donc ça, c'est les 3 profils qu'on retrouve le plus quand on démarre un projet. L'idéal, c'est d'avoir les 3, mais il y a beaucoup de projets que je vous ai dit où c'est pas grave de démarrer tout seul, c'est pas grave d'avoir seulement
une partie des compétences parce que vu que votre projet, ce n'est pas quelque chose de figé, il va vivre et rien ne vous empêche en cours de route d'attirer d'autres talents qui vont se joindre à vous. Donc, quand on construit une association, il y a souvent la question de savoir qui va être le CEO, donc le directeur ou le président de votre entité, ou en tout cas le leader, en fait, tout simplement, de votre projet. Et donc là, il n'y a pas de règle non plus, parce que si on prend des exemples connus, Mark Zuckerberg, qui est le directeur de Facebook, c'est un ingénieur. Brian Chesky, qui est le directeur d'Airbnb, c'est un designer. Et Travis Kalanick, qui était jusqu'à peu le directeur d'Uber, c'était plutôt un homme qui vient du business. Donc, l'important, c'est pas forcément, on a souvent tendance à associer la personne qui a les compétences business à être le CEO, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup d'exemples où ce n'est pas le cas. L'important, c'est juste que ça soit assez évident. En général, c'est une personnalité qui n'a même pas forcément besoin de le dire. C'est quelque chose qui, dans le groupe, s'installe naturellement. Et c'est mieux comme ça, parce que si ce n'est pas clair au début, ça risque de créer des complications par la suite, parce qu'il va y avoir de la rancœur, etc. Donc c'est important de bien se mettre d'accord dès le début sur qui va avoir le dernier mot, parce qu'il faudra bien quelqu'un qui ait le dernier mot à un moment donné pour prendre des décisions, et suivre cette personne et lui faire confiance. Et donc c'est le rôle ingrat, parfois valorisant, rarement d'être le CEO, c'est d'avoir la personne qui va avoir le dernier mot et qui va prendre les décisions parfois difficiles. Et ça, il faut vraiment que ça soit quelque chose de acté le plus tôt possible dans votre association et d'être en paix là-dessus pour pouvoir avancer sereinement par la suite. Alors, pour travailler ensemble, donc je vous parlais du MVP, il y a une autre notion dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose qui s'appelle RAI, parce que c'est inventé, le Minimum Viable Knowledge, qui est en fait le minimum de connaissances à avoir dans les domaines de vos associés, pour vous comprendre. Donc je vous disais, c'est comme dans un couple, on discute, on parle de nos journées. Si on ne comprend pas du tout ce que fait l'autre personne, c'est très difficile d'avoir des discussions où on va aller creuser, où on va s'intéresser à ce que fait l'autre personne. Et donc, qualité première d'un associé, c'est vraiment d'avoir de l'empathie et de faire l'effort intellectuel de comprendre ce que fait l'autre personne dans l'autre équipe. Donc par exemple, si on est designer ou un rôle business, c'est important de comprendre ce que fait la personne qui est en charge du développement technique. Donc savoir ce que c'est que le code, savoir quels sont les langages à la mode, quels sont les frameworks à la mode, savoir c'est quoi son quotidien, sa boîte à outils. Donc c'est se mettre à sa place pour pouvoir, lorsqu'on va travailler ensemble, tout simplement comprendre ses difficultés ou les moments où justement il va être plus dans des succès. Et donc, ça, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez vous intéresser, discuter. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a tout plein de choses qui existent là-dessus. Alors, de façon très personnelle, si vous avez fait cet effort-là et que vous allez sur un site, par exemple, qui s'appelle comicstrip.com, c'est des petites bandes dessinées sur l'univers des développeurs. Si vous commencez à ressentir de l'ironie ou de l'humour dans ce genre de lecture, c'est que vous avez déjà compris un petit peu quel est le quotidien d'un développeur. Donc ça, c'est un petit conseil personnel, c'est assez amusant. Donc pour le designer, c'est pareil. Si vous êtes un développeur ou si vous avez un rôle business, c'est important de comprendre quels sont les enjeux, quels sont les mots-clés qu'un designer utilise. Donc faire la différence entre l'UX et l'UI, donc l'user experience et l'user interface. Savoir qu'il y a des designers qui sont qui sont pour le web, des designers qui sont pour le print, des designers qui sont pour le motion, pour tout ce qui est vidéo. Il y a des designers qui font de l'architecture, des designers qui font du stylisme dans les vêtements. Il y a plusieurs types de designers. Donc c'est vraiment faire l'effort de comprendre quels sont lui ses enjeux. Donc pour l'UX, par exemple, si on fait la métaphore, donc si on est dans une maison, ça va être tout ce qui correspond à l'architecture, aux fondations de la maison. Et l'UI, donc ça va être l'interface, ça va être tout ce qui va être la peinture, la déco d'intérieur. Donc toute la couche, on va dire, graphique de votre software normalement. Si vous êtes développeur ou designer, c'est important aussi de comprendre quels sont les enjeux pour la personne qui va être responsable de la partie business et marketing. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un business plan? Quelle est la différence avec un executive summary, donc qui est la version réduite?
quelle est la différence en marketing entre l'inbound et l'outbound. Donc, inbound, c'est mettre en place des stratagèmes pour attirer les clients à soi. L'outbound, c'est mettre en place des stratégies pour aller vers le client. Voilà, toutes ces notions, c'est des choses il est important et sain, je trouve, dans une équipe que tout le monde ait une base de connaissances communes sur lesquelles discuter. Parce qu'au début, vous allez être une petite équipe, vous allez prendre beaucoup de décisions à 2, 3, 4, 5 personnes. Et c'est important de comprendre les enjeux de chacun pour comprendre, l'aider, comprendre ses difficultés et avoir de l'empathie. Donc ça, le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail des notions aujourd'hui, mais juste vous introduire quelques notions. Et après, rien ne vous empêche aussi d'aller le regarder sur Internet ou même d'en parler ouvertement, d'expliquer par exemple à un développeur, si vous êtes à un rôle plus business, de lui dire, voilà, explique-moi, c'est quoi tes outils que tu utilises tous les jours, c'est quoi ton quotidien, qu'est-ce que tu as besoin de faire, de quoi tu as besoin pour développer le produit qu'on a en tête, etc. Donc ça, c'était là pour la partie équipe humaine. Et maintenant que vous avez une équipe, la question c'est comment est-ce qu'on développe un produit. Donc, on va parler des différents ingrédients dont on a besoin pour développer un produit et la façon de le développer. Donc, quand vous développez un produit, vous avez forcément besoin de ces 8 ingrédients. Quand je dis un produit, encore une fois, c'est un produit software et par facilité, j'inclus les services. Quand je dis un produit, c'est un produit software. Donc, il y a forcément des besoins d'utilisateurs qui sont exprimés ou que vous imaginez. C'est des hypothèses que vous avez au départ. Il va forcément avoir un travail au niveau de l'UX, donc de l'expérience utilisateur, de l'architecture, de l'interface graphique. Il va y avoir du développement, il va y avoir des tests. Il va y avoir ce qu'on appelle le déploiement, donc c'est de passer de votre environnement de test à votre environnement de production, donc le site live par exemple, si on parle d'un site web, et la maintenance. Donc ça, c'est des choses que vous devez avoir en tête lorsque vous développez un produit. Maintenant, il y a 2 écoles, comme je vous ai dit tout au départ. Il y a des personnes qui vont vous expliquer que c'est mieux de fonctionner en ce qu'on appelle en waterfall, en cascade, et les gens qui vont dire non, c'est plus facile de développer en agile. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas de suspense, en startup, il vaut mieux développer en agile, mais on va voir pourquoi. Donc, voilà ce que je vous disais, donc waterfall ou agile. Quand vous êtes en waterfall, c'est une construction, donc les 8 ingrédients que je vous ai listés, en fait, ça va être une construction linéaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre ces 8 sujets et on va les travailler les uns après les autres et on n'abordera pas le sujet suivant tant qu'on n'a pas abouti le sujet précédent. Donc, c'est quelque chose qui était systématique dans les projets informatiques des années 90, c'était la façon de construire des projets. Donc on est dans un système d'étapes, les unes après les autres, et surtout on est dans un monde de certitude, puisque on est certain que les besoins au départ sont fixés, qu'ensuite on va les décliner dans une interface, qu'on va les développer, qu'on va les tester, il n'y a pas forcément de retour en arrière. Et nous, quand on est dans une start-up, c'est l'inverse en fait, on n'a pas de certitude, on est dans le monde de l'incertitude. Alors, juste il y a une petite illustration que je trouvais sympathique, c'est que, donc ça c'est typiquement un des écueils qu'il peut y avoir lorsqu'on a une méthodologie en cascade, puisqu'en fait on prend le risque à chaque étape d'avoir une incompréhension entre ce qu'on voulait au départ et ce qu'on a comme résultat. Donc c'est-à-dire que, par exemple dans le cas d'un projet, le client dit voilà, il a besoin d'une balançoire à 3 étages, le chef de projet il comprend quelque chose de différent, l'ingénieur comprend quelque chose d'encore différent, le développeur il programme quelque chose d'encore différent. Et à la fin, ça peut aller très loin parce que chacun, dans son paradigme, c'est comme le téléphone arabe. À chaque fois qu'on ajoute une communication, on peut arriver à un résultat qui est complètement différent. Et on n'a pas pris en compte le besoin d'utilisateur parce qu'on a mis beaucoup de temps entre le moment où on a commencé à réfléchir au projet et le moment où on l'a livré. Et alors que lorsqu'on est une start-up, on veut au contraire raccourcir ce temps et mettre le plus vite possible entre les mains des utilisateurs ce qu'on a imaginé pour tout de suite pouvoir ajuster. Et donc ça, c'est possible quand on fait de l'agile. Donc l'agile, c'est une vision intégrée donc, de tous ces ingrédients ensemble pour livrer donc, votre projet. Donc là, on ne va plus parler d'étapes, mais on va parler d'itération. Donc une itération, on va voir ce que c'est un sprint. Donc c'est une période durant laquelle vous allez développer vos fonctionnalités.
Et pour le coup, on n'est plus dans le monde des certitudes, on est dans le monde des incertitudes, et ce qui est normal parce que vous êtes une start-up et que vous avez des hypothèses, et en tant que chercheur, vous cherchez à valider ces hypothèses. Alors, donc un sprint, c'est donc la composante la plus importante de la méthode agile, c'est un laps de temps qui peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, une durée durant laquelle vous allez développer vos fonctionnalités. Donc vous allez mettre autour de la table le développeur, le designer, la personne qui a donc les réflexes, on va dire business, et vous allez faire ensemble la liste des fonctionnalités que vous allez vouloir développer. Et vous allez être sélectif dans ces fonctionnalités, et vous allez vous donner comme objectif de les livrer au bout d'un certain temps. Et donc on va voir comment on priorise aussi ensuite. Donc l'idée c'est quoi? C'est dans le temps, d'avoir un développement progressif des fonctionnalités. Donc je vous disais, il y a la notion de sprint. Donc à la fin du premier sprint, on a la première version de notre produit. Ensuite, on va faire un autre sprint, un sprint 2, et on aura une deuxième version de notre produit. Ensuite, un sprint 3 et une troisième version de notre produit. Donc c'est ça l'idée, c'est de progressivement développer les fonctionnalités au fur et à mesure du temps, avec une priorisation qui doit se faire évidemment. Et donc là, on va voir que c'est aussi l'exercice difficile, mais c'est un très bon exercice lorsque vous développez un projet de start-up, c'est de comprendre quelles sont vos priorités et de ne pas passer de temps sur des choses non prioritaires pour tout de suite créer un maximum de valeur pour les utilisateurs. Et donc ça, une des grandes vertus de ça, de construire comme ça par incrémentation, c'est que vous allez en fait apprendre déjà en faisant et vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure. Parce que partir avec une certitude de se dire « Ah, mais en fait, je sais comment mon produit va fonctionner », passer 3 mois à développer dessus, et en fait se rendre compte qu'en fait on est complètement à côté de la plaque, on a perdu 3 mois. Alors que si on passe 2 à 3 semaines en disant « Ok, j'ai identifié telle et telle fonctionnalité qui sont très importantes, je les mets à disposition de mes utilisateurs », soit ça passe effectivement, j'ai un retour positif, et là, super, je continue à construire par-dessus ces fonctionnalités, soit en fait je suis à côté de la plaque, mais c'est pas grave, j'ai perdu 2 ou 3 semaines. Donc c'est d'où l'intérêt de la méthode agile, c'est de pouvoir mettre le plus rapidement dans les mains des utilisateurs un produit et de pouvoir ajuster par la suite. Et donc ça rejoint la notion dont on avait abordé donc, au dernier atelier, qui est la validation par l'apprentissage, qui est née du Lean Startup. Donc on part d'une idée, on construit quelque chose, on met en place des outils pour mesurer la validité de ce qu'on a développé, on en ressort des données et on a un apprentissage qui nous permet de reboucler et de continuer à développer comme ça. Donc pour développer en agile, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on construit ce qu'on appelle des personas. Une persona, c'est quoi? C'est une version réelle ou fictive de futurs utilisateurs de votre produit. Donc en fait, on va, par exemple, ça peut se traduire sous un format Word. On va dire, voilà, par exemple, Marcos ou Ashley, ils ont tel âge, leur quotidien c'est ça, ils ont telles aspirations. Et en fait, ça c'est assez simple parce que lorsque vous allez réfléchir aux fonctionnalités, vous allez tout de suite pouvoir vous dire « Ah non, mais en fait, ça, est-ce que ce que je suis en train de répondre, ça répond à ma cible qui est Marcos? Est-ce que Marcos va aimer cette fonctionnalité? Est-ce que Ashley va aimer cette fonctionnalité ?» Et vous allez tout de suite pouvoir avoir ce travail de vous dire, voilà, d'avoir en tête les personnes qui vont à la fin utiliser votre produit. Et donc ça peut se faire de façon là assez complexe, comme vous avez sous les yeux, mais ça peut se faire très simplement. Ça peut être juste un prénom, un âge, et puis 4 lignes décrivant cette personne. Mais déjà, vous mettre d'accord au sein de l'équipe sur quels sont vos personas, donc finalement, quelle est votre cible, ça va être aussi un travail qui va être utile pour savoir en fait où vous allez et quelle est votre cible. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Si vous vous rendez compte que vous êtes à côté de la plaque et que vos personas ne sont pas ceux que vous avez imaginés, rien n'empêche de les modifier, de les adapter. Si vous n'avez vraiment pas d'inspiration sur les personas, vous pouvez aussi utiliser des personnages de série. Par exemple, voilà, parce que les séries ont l'avantage de développer des personnages avec des psychologies assez profondes. Vous pouvez dire, bah voilà, alors là, moi c'est plutôt un Barney Stinson donc de How I Met qui utiliserait ce produit-là, ou c'est plutôt un Ted Mosby, ou c'est plutôt un, si je prends une autre série, donc je sais pas, le type de Breaking Bad, voilà. En fait, vous pouvez utiliser des personnages de série que vous connaissez en commun dans l'équipe, et partir là-dessus. Donc, pour faire de l'agile, on utilise ce qu'on appelle des user stories.
Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de user story. Ouais. User story, c'est en fait un petit texte qui va vous aider à décrire la fonctionnalité que vous allez développer. Donc, les user stories ont une structure très simple, qui est la suivante. C'est en tant que, je veux que, afin de. Donc, si on prend un exemple, si vous construisez le site Amazon, vous allez dire en tant que, donc l'utilisateur final, ça peut être le persona ou par exemple, en tant qu'acheteur du site Amazon, je veux annuler ma commande, donc ça c'est la fonctionnalité, afin de, et là ça va être l'objectif business pour que le développeur comprenne pourquoi est-ce qu'on fait ça, pouvoir me rétracter si j'ai changé d'avis. Bon, c'est un exemple bateau, mais l'idée c'est ça, c'est de systématiquement avoir ces trois lignes dans vos user stories. Donc ces user stories, vous allez pouvoir soit les faire sur un post-it, bon, c'est un peu old school et les coller à un mur, ou soit utiliser des logiciels, on va en parler, il y a quelques logiciels qui existent gratuits pour avoir cette méthodologie en user story. Et donc ça ressemble à ça, donc ça par exemple c'est Trello, une capture d'écran du logiciel Trello qui est gratuit avec des fonctionnalités payantes, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Vous pouvez aussi utiliser juste un Excel, hein. Ça fonctionne aussi. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir votre product backlog, donc en fait, qui est un tableau où vous mettez toutes vos user stories, donc toutes les fonctionnalités que vous allez identifier. Et ensuite, vous faites des colonnes, soit par sprint. Donc vous dites, voilà, pendant ces 2 semaines, on va prendre telle user story ou telle user story, on va la développer. Et ensuite, vous pouvez comme ça, du coup, les passer par colonne en disant, bah voilà, ça c'est en cours, ça c'est réalisé, ça c'est à tester, ça c'est à déployer. Donc vous avez un management visuel en fait de votre projet avec les différentes étapes. Donc ça, pareil, l'objectif c'est pas de passer trop de temps là-dessus. Vous avez des ressources sur Internet pour savoir comment ça fonctionne, mais si ça c'est quelque chose qui vous intéresse pour développer votre produit, vous pouvez utiliser des outils comme Trello par exemple pour votre product backlog et pour suivre vos différents sprints. Ce qui est important là-dedans, c'est de commencer simple en fait. Parce que vous allez être tenté, c'est normal quand on démarre un projet, j'ai vécu ce syndrome-là, on a envie que notre produit fasse tout pour couvrir tous les besoins, parce qu'on ne veut pas que, voilà, si on nous dit mais t'as pensé à ça, on a envie d'avoir pensé à tout. Mais ça en fait, c'est pas forcément la meilleure approche. L'idée, c'est vraiment de commencer par des choses simples, et donc là où quand je dis qu'il faut être malin, mais il ne faut pas non plus être cheap, c'est pas ça l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut commencer par bricoler des choses simples. Et bricoler des choses simples, c'est en fait le début, c'est un début normal, parce qu'en fait ce que vous voulez au début, c'est minimiser le temps que vous passez à faire des choses et maximiser le temps d'apprentissage, le résultat d'apprentissage. Donc ça c'est une notion qui s'appelle the riskiest assumption testing, donc c'est comment en fait tester une hypothèse en minimum de temps avec un maximum de résultats. Donc, par exemple, si je prends un exemple concret, si vous voulez faire de l'A/B testing, donc l'A/B testing, c'est prendre votre site web, en faire 2 pages différentes, amener vos utilisateurs sur une page 50% du temps et 50% du temps sur une autre page, avec des différences. Si vous voulez tester, par exemple, juste la couleur du bouton ou une nuance de couleur du bouton, c'est pas très agressif comme test. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des résultats, mais c'est pas là-dessus que vous allez juger si votre idée est pertinente ou pas. Là où vous pouvez être beaucoup plus radical, c'est par exemple, je fais une landing page qui fait une page, et dans notre cas, je fais une landing page qui fait 50 pages, et là, je teste vraiment quelque chose de radical et je vois s'il y a un résultat flagrant entre les deux. Donc l'idée, c'est pas d'être soft en fait dans vos tests, c'est vraiment de faire quelque chose de radical. Parce qu'en fait, la pire chose qui peut vous arriver, c'est de passer trop de temps à être dans l'inconnu et pas vous confronter au réel retour du marché qui vous dit en fait, non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Et donc, pour ça, il faut prendre un risque et être assez radical dans vos tests. Donc, ça, c'est ce qu'a fait en fait quasiment toutes les startups que vous connaissez, elles ont commencé comme ça. Là, par exemple, je suis allé récupérer la capture d'écran de la première version de Uber. Uber, ce n'est pas l'application qu'on connaît aujourd'hui quand c'est sorti. Donc ça, c'était en 2009, je crois, ils ont fêté les 10 ans. Donc Uber, au départ, si on lit leur landing page, c'est
juste la proposition de valeur, c'est juste réserver un taxi, un VTC, depuis mon smartphone, point. Et à l'époque, c'était juste envoyer un SMS en disant qu'on a besoin d'un taxi. En envoyant son adresse, on reçoit un SMS de confirmation pour être sûr qu'on ait la bonne adresse. Et la personne vous dit par texto, OK, il arrive dans X minutes. Donc ça, c'était vraiment le début. Donc c'est-à-dire qu'ils ont juste voulu valider en fait, que les gens avaient été intéressés par réserver des VTC via leur mobile, mais ils n'avaient pas forcément développé tout ce qu'il y a autour, la map, le suivi du taxi, les notes, le profil, etc. Donc c'est ça quand je dis faire quelque chose de radical, même qui n'est pas forcément idéal, c'est que vous prenez juste de quoi délivrer de la valeur pour votre idée et vous voyez déjà si les gens adhèrent. Parce que si les gens adhèrent à une version minimale de votre produit, quand elle sera bien développée, l'adhésion elle sera bien plus forte. Donc c'est une bonne façon de faire le tri entre vos bonnes idées et vos idées qui sont moins intéressantes. Si je prends l'exemple de WhatsApp, même chose. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui s'appelle Wayback Machine. Ouais, c'est Internet Archive qui fait ça. C'est en fait une base de données qui va faire des captures d'écran de tous les sites web depuis les 20 dernières années, je crois. Donc là, vous pouvez vous amuser à aller taper votre concurrent ou un site qui vous intéresse, qui vous inspire, et aller voir comment eux, ils ont commencé. Donc si, par exemple, moi, je me suis amusé à aller taper WhatsApp, et en fait, la proposition de valeur de WhatsApp en 2009, c'était juste mettre à jour un statut sur son profil WhatsApp en disant je suis au sport, je suis au bureau. D'ailleurs, c'est resté d'ailleurs. Si vous regardez bien votre application, vous avez des statuts sur votre WhatsApp. C'était ça au départ. C'était la seule valeur de WhatsApp, c'était de proposer ça. Pourquoi ? Parce que c'était pour dire voilà, les gens sont occupés. J'ai pas forcément, pour pas qu'ils m'appellent quand je désire pas, je mets un statut. Donc ça, c'était la première version de WhatsApp. Et donc ils ont eu le premier utilisateur là-dessus. Donc c'est vraiment loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc ça, c'était en 2009. Ensuite, en 2010, ils ont dit maintenant, il n'y a pas que ça. On a aussi la possibilité de chatter avec des gens. Ils insistent sur le fait que c'est gratuit et qu'en plus, on peut ajouter des images, de l'audio, des contenus médias. Ça, c'est la deuxième version. En tout cas, un an après. En 2013, pareil, ils changent, ils évoluent et ils disent voilà, maintenant, nous, on est multiplateforme, parce qu'il faut te remettre dans le contexte. Avant, ce n'était pas si évident. C'est-à-dire qu'un BlackBerry ne pouvait pas forcément communiquer à un iPhone, ce que permettait de faire WhatsApp avec une application unique entre les deux téléphones. Il y a la notion de groupe qui était nouvelle, il y a la notion de localisation, etc. Donc les fonctionnalités sont arrivées au fur et à mesure par ordre de priorisation. Et aussi de capacité de l'équipe à le développer, parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas, dès le premier jour, développer toutes ces fonctionnalités, ils n'en avaient peut-être pas la connaissance, les ressources. Voilà, on arrive dans des choses un peu plus compliquées. Et là, si on regarde récemment, en 2016, voilà, tout ça a disparu, tout ça c'est évident aujourd'hui pour WhatsApp, et ils insistent sur le côté, ils ont insisté sur le côté les appels gratuits qu'on peut avoir d'un pays à l'autre en passant par l'application. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour vous dire que, en fait, la première version de votre produit, c'est pas forcément la version définitive, et que c'est pas grave de commencer par quelque chose de simple, même qui peut paraître peut-être moins ambitieux, qui couvre moins de choses, mais au moins vous concentrez vos efforts sur une seule fonctionnalité ou deux, et ensuite, par ce que je vous ai présenté tout à l'heure, par les sprints, et en fait, par incrémentation, vous musclez votre application, votre site web par différentes fonctionnalités. Donc, en fait, une bonne façon d'avoir un schéma mental là-dessus, je trouve, c'est d'avoir ça en tête. C'est si vous devez construire une voiture, par quoi vous commenceriez ? D'ailleurs, on va faire ce jeu. Mais peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu l'image. Si demain, vous devez construire une voiture, quelqu'un vient vous voir et dit, voilà, il faut que j'ai une voiture demain. Qu'est-ce que vous livrez ? Et vous avez 2 jours pour le faire. Qu'est-ce que vous livrez ? Ouais, un châssis et des roues. La carrosserie. Un siège et un beau tableau de bord. Ok. Ok. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est la façon par laquelle, effectivement, par analogie, tous, on raisonnerait. En fait, la bonne façon de délivrer une voiture, c'est de se poser la question, mais quel est le rôle d'une voiture ? Le rôle d'une voiture, c'est d'amener quelqu'un d'un point A jusqu'à un point B. Et donc, est-ce que je vais pouvoir aller d'un point A à un point B avec un châssis ou juste un tableau de bord ?
ça va être compliqué. Donc, la meilleure façon quand on a un mindset de développement en agile, c'est d'avoir ça en tête. C'est de ne pas commencer par ce que vous avez décrit, mais de se dire, bah voilà, en fait, la première façon d'aller d'un point A à un point B, je peux simplement peut-être développer un skate, ensuite une trottinette, ensuite un vélo, une moto, et puis jusqu'à la voiture. Donc ça, c'est évidemment une métaphore. Dans la vraie vie, vous ne ferez pas ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de succès en tant que constructeur automobile. Mais le mindset à avoir, c'est ça en fait. Quand vous développez un projet, c'est de se dire quelle est la version minimum de ce que je cherche à faire. Et alors pour ça, il y a un exercice très simple, c'est vous poser la question continuellement de pourquoi. Donc vraiment d'arriver au niveau le plus bas de granularité sur quelle est l'utilité du projet que vous avez en tête. Donc là, par exemple, la voiture ou d'un VTC, ça peut aussi être d'amener quelqu'un d'un point A à un point B. Et donc, pour ça, il y a une théorie qui est intéressante, qui est développée par ce monsieur qui s'appelle Clay Christensen, qui dit en fait, comprenez quel est le job que délivre votre produit. En fait, il est parti de l'exemple, je vous invite vraiment à regarder la vidéo, c'est assez amusant, ça dure 5 minutes. Et en fait, il travaille dans un cabinet de consulting et il travaille pour McDonald's. Et McDonald's voulait comprendre comment améliorer les ventes de ses milkshakes aux États-Unis. Et donc, McDonald's était parti direct. Donc, McDonald's, c'est quand même une grosse société. Ils ont une grosse équipe marketing. Ils disaient, bah voilà, on va analyser les goûts, on va demander qu'est-ce que les gens aiment. Ils sont partis sur plein de pistes. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Et alors lui, ce qu'il a proposé avec son équipe de conseil, il dit non, on va aller observer les gens au McDo et on va leur poser des questions. Et donc ce qu'il a fait, c'est que tout simplement, il s'est posé dans des McDonald's toute la journée. Et il a remarqué premier truc intéressant, c'est que les gens venaient acheter des milkshakes, surtout entre 6h et 9h du matin. Ce qui peut paraître un peu surprenant. Donc première constatation. Ensuite, donc ça c'était vraiment pour la partie quantitative. Et après, ils ont dit, bon, on va les poser maintenant des questions à ces personnes, pourquoi ils achètent un milkshake. Et en fait, quand on leur posait la question, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'achetaient pas forcément le milkshake pour les premières idées auxquelles on peut penser sur le goût, sur la fraîcheur, etc. Mais parce que la plupart des gens, c'était des gens qui faisaient de la route ensuite pour aller au travail, qui étaient dans les bouchons, et que le milkshake, c'était le seul truc qui leur durait longtemps pendant qu'ils conduisaient, qui était facile à attraper, et qui, en plus, les calait jusqu'à midi. Donc c'était aussi le côté compact et consistant du milkshake. Et donc là, en fait, ils ont complètement abordé le problème différemment. Ils se sont dit, mais en fait, c'est ça qu'on va améliorer. On va partir des forces qui sont attendues par l'utilisateur sur le milkshake, et on va construire par-dessus. Donc on va penser le milkshake pour qu'il aille bien dans la voiture, on va renforcer le côté rassasiant du milkshake, et on va communiquer là-dessus également. Donc, en fait, vous voyez comment, en creusant et en posant vraiment les questions sur quelle est l'utilité fondamentale de quelque chose, on peut approché le problème différemment. Et donc ça demande à réfléchir un petit peu différemment. Et donc là, il y a un article très très long, mais que je vous invite à lire, qui sera peut-être l'heure la plus intéressante que vous allez passer si vous lisez cet article en entier, parce que c'est très très long. Et c'est un article du blog Wait But Why, qui s'appelle The Cook and the Chef, et qui, en prenant l'exemple de Elon Musk, que vous connaissez tous, créateur de Tesla et d'autres sociétés, et il explique qu'en fait, il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a les personnes qui réfléchissent comme un cuisinier, et il y a les personnes qui réfléchissent comme un chef. Donc la différence, c'est quoi? C'est que le cuisinier, il va suivre la recette, et voilà, il va l'exécuter, mais il va partir de quelque chose d'existant, et il va faire du mimétisme, il va copier quelque chose d'existant, et raisonner par analogie. Et en fait, le chef, lui, mais c'est pour ça qu'on paye aussi des grands chefs quand on va dans des restaurants étoilés, lui, il ne fonctionne pas par analogie, mais il fonctionne par ce qu'il appelle donc first principle, donc c'est qu'il part d'une base de connaissances qu'il a et sur lesquelles il va construire par-dessus. Donc, c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail, l'article dure 1 heure, mais en fait, la morale, c'est quoi? C'est que si vous voulez approcher un problème, donc comme on dit souvent, il faut penser out of the box, etc. Ça veut simplement dire que l'idée, c'est d'éviter de réfléchir par analogie, comme on est souvent tenté de le faire, comme on l'a fait par exemple au moment où on a dit mais comment est-ce qu'on construit une version minimale d'une voiture, mais en partant du raisonnement le plus bas possible et en construisant à partir de là. Donc l'invitation que vous fait cet article, c'est que quand vous êtes entrepreneur, c'est de ne pas raisonner
comme des cuisiniers qui suivent une recette, mais vraiment de raisonner comme un chef qui va avoir son propre paradigme et qui va construire par rapport aux ingrédients qu'il maîtrise et qu'il comprend. Et donc, ça, pour conclure là-dessus, c'est une phrase que j'aime bien d'Einstein qui dit s'il avait 1 heure pour résoudre un problème, il passerait 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir à la solution. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, finalement, si on se rend compte que si on arrive à bien approcher le problème, si on passe suffisamment de temps, ben en fait, la solution, elle, relativement, coule d'elle-même. Et donc c'est aussi ce qu'on a vu dans la séance 2 ou la séance 3, c'est l'importance de se focaliser sur le problème. Quand vous êtes entrepreneur, votre but, c'est pas d'avoir des idées, c'est de résoudre un problème. Et forcément, quand vous avez un problème, les idées sont des outils pour résoudre le problème que vous avez identifié, que certaines personnes ont dans leur quotidien. Donc, pour commencer, tout ça, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais je vous propose une solution, une méthodologie simple, c'est de vous dire, mais pour votre projet, quelle serait finalement l'unique action que doivent réaliser les utilisateurs sur votre produit? Voilà. Est-ce qu'il y avait une seule action que les utilisateurs doivent faire sur votre produit, laquelle ça serait? Et ça implique évidemment à renoncer à certaines fonctionnalités peut-être que vous avez déjà. Mais il y a forcément dans votre outil, dans votre application, dans votre projet, une façon de mesurer si les gens vont dans la bonne direction par rapport à vos attentes. Donc c'est une action. Donc vous allez voir qu'en fait, dans les outils qu'on utilise tous les jours, il y a forcément une action principale qui est attendue. C'est-à-dire que si vous êtes sur Airbnb, l'objectif d'Airbnb, c'est que vous réserviez un logement. Alors, c'est une plateforme, donc quand il y a une plateforme, entre parenthèses, je mets l'autre côté du... Donc une plateforme, c'est toujours un... donc il y a du côté utilisateur, et là, pour le cas d'Airbnb, il y a les personnes qui doivent ajouter des logements. Donc c'est de la mise en relation. Si vous êtes sur Facebook, le but de Facebook, c'est que vous interagissez avec un contenu. Donc ça peut être un like, un commentaire. Et pour la personne qui va ajouter le contenu, c'est juste de faciliter sa tâche pour qu'elle ajoute un contenu de façon très simple. Uber, c'est la même chose, c'est de réserver une course. Vinted, c'est de publier une annonce ou d'acheter un produit. Spotify, ils attendent qu'une seule chose de vous, c'est que vous écoutiez une chanson. WhatsApp, que vous envoyez un message. Netflix, que vous regardiez une vidéo. Et en fait, vous vous rendez compte que la plupart des outils que vous utilisez tous les jours sont organisés pour vous réaliser une seule action. Et c'est cette action qui a le plus de valeur pour votre projet ou votre startup. Et donc, pourquoi avoir cette question, c'est parce que l'idée, c'est d'isoler toutes les frictions pour atteindre cet objectif. Donc, par exemple, dans le cas de Facebook, dès que vous êtes arrivé sur Facebook, vous avez tout de suite votre newsfeed, donc votre flux d'informations. D'ailleurs, il y a quelques années, pour ceux qui sont inscrits il y a longtemps sur Facebook, il n'y avait même pas de ce flux d'informations, on communiquait de profil à profil. Et donc là, tout de suite, ils font en sorte, par leur algorithme, de tout de suite mettre en premier le contenu le plus engageant possible. Donc selon ce que vous likez, etc., ça peut être soit des photos de votre famille, soit une vidéo d'un chat, etc. Mais l'idée, c'est que ce soit personnalisé pour tout de suite, le plus rapidement possible, vous engager. Donc il y a forcément une action sur votre produit pour laquelle vous avez envie de pousser les utilisateurs à réaliser quelque chose. Et donc la question pour démarrer simplement, ça peut être déjà de se poser quelle action j'ai envie qu'ils réalisent. Et peut-être que les user stories sont également quelque chose, si vous êtes vraiment au début de votre projet, de peut-être un petit peu intimidant. Et donc il y a peut-être une façon d'écrire les user stories de façon un peu plus simple, c'est de se dire, ok, vous prenez un schéma, sur une ligne de façon horizontale, vous mettez les étapes que vous souhaitez réaliser dans votre projet, dans votre application par exemple, et en dessous, vous apportez plus de détails dans la granularité de ces actions. Donc peut-être qu'avant de commencer sur des user stories comme on a vu au départ, cette méthode peut être un petit peu plus légère et un peu plus accessible. Quand vous développez un produit, il n'y a pas que les user stories, le backlog, le sprint, il y a aussi la partie design où il va falloir générer ce qu'on appelle des wireframes. Et donc la wireframe, ça va être dessiner les premiers traits de votre produit. Et donc ça, il y a des outils très simples pour le faire, comme Balsamiq par exemple, ou j'ai un autre exemple, Mockup Donc ça va être des logiciels qui vont tout de suite vous donner des templates
pour dessiner les premiers traits de votre application, de votre site web, etc. Surtout, bon, vous pouvez le faire, mais vous allez galérer, n'utilisez pas PowerPoint, enfin, c'est une galère. Vous dessinez avec les outils gratuits qui existent. Donc tout le monde a utilisé PowerPoint pour commencer. Mais voilà, maintenant on a la chance de vivre dans un monde où tous ces outils sont gratuits, quasiment. Et ça va être intéressant comme exercice aussi parce que vous allez devoir, en fait, le fait de poser sur un dessin ou sur des user stories les fonctionnalités que vous avez en tête, ben vous allez déjà faire un effort d'élimination de choses inutiles et vous concentrer sur des choses que vous jugez utiles. Donc ça, vous ne pourrez pas y échapper. Si vous allez après, vous avez la chance d'avoir un designer dans votre équipe ou si vous-même vous y mettez, il va falloir évidemment développer des interfaces graphiques un peu plus sophistiquées pour les intégrer éventuellement à votre site web. Et là, vous allez utiliser des outils comme InVision, Sketch, qui là sont beaucoup plus élaborés et qui seront la version quasi définitive de votre design. Mais ça, c'est vraiment une étape secondaire. Dans un premier temps, rien ne vous empêche de poser sur papier et dans le même temps sur des outils de mock-up les premiers wireframes que vous avez en tête et d'en discuter entre vous. Donc ça, bon, citation un peu bateau, mais pour le coup, c'est vraiment, pour moi, je trouve essentiel, c'est que il faut enlever des choses. En fait, quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez un projet, vous voulez ajouter des choses, parce que ajouter des choses, c'est votre façon de vous perfectionner. C'est ce que vous pensez, en tout cas, et c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais en fait, on se rend compte assez rapidement que le perfectionnement, il vient quand on enlève et qu'on simplifie au maximum son produit. Donc ça demande de faire un petit deuil sur les idées qu'on a et de les réduire. Mais c'est un exercice qui est hyper important et qui va créer plus de valeur que vous le pensez. Alors, donc, une fois que vous avez les user stories et vos wireframes, en fait, vous êtes prêt à développer. Donc, vous voyez, c'est pas non plus hyper complexe. Il faut juste que vous arriviez à poser sur des user stories les fonctionnalités que vous avez en tête, dessiner une première esquisse de à quoi cela ressemblerait, et ensuite, l'équipe qui va développer, ou si vous êtes vous-même le développeur, vous allez pouvoir commencer sur ces bases-là à développer les premières parties, le début de votre projet et le rendre live. Donc ça, en méthode agile, l'idée c'est évidemment de livrer le plus rapidement possible. Pourquoi ? Pour avoir un retour des utilisateurs. Donc le plus vite vous mettrez dans les mains d'utilisateurs votre produit, le plus vite vous allez avoir des retours. Et ça s'improvise pas non plus. Il faut avoir l'effort d'aller demander, poser des questions à vos utilisateurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est une vraie discipline en fait, parce qu'on est vite tenté de se dire bon bah je vais tout de suite comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. En fait, il faut vraiment faire l'effort d'aller demander. Déjà, ce n'est pas évident que les gens vous répondent parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais si vous avez la chance d'avoir des retours d'utilisateurs, ça peut être des Skype de 10 minutes, ça peut être même en face à face si vous avez la chance de les croiser, des questionnaires en ligne, peu importe. Il faut vraiment que vous vous débrouilliez pour avoir des retours d'utilisateurs pour ensuite, parce que forcément vous êtes dans le projet, vous n'avez pas le recul nécessaire pour savoir ce qui est intéressant. Vous avez passé 3 semaines à développer quelque chose, forcément vous pensez que c'est génial, alors qu'en fait, ça se trouve, vous êtes complètement à côté de la plaque, ou ça se trouve, il y a 10% de ce que vous avez développé qui est seulement à côté de la plaque, mais c'est important de l'ajuster. Et ça, avant de repasser du temps à développer quelque chose, c'est important de savoir ce qui n'a pas fonctionné pour l'éliminer. Et donc ça, il y a... ouais, alors ce que je vous disais, c'est qu'on ne sait pas comment les gens vont utiliser votre produit. Je ne sais pas si on peut cliquer dessus. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Peut-être si tu vas sur l'ordi qui est juste en dessous directement. Ah yes. Donc ça c'est... On pense toujours quand on développe le produit, votre projet, que les gens vont se servir de la façon dont vous l'avez imaginé. Bon là évidemment, il y a du sarcasme, mais vous allez voir qu'en fait les gens sont très créatifs et ils peuvent imaginer totalement autre chose. Donc quelque chose qui devrait être simple comme une fontaine à eau finalement, chacun peut l'interpréter différemment.
Donc voilà, l'expérience utilisateur, elle n'est pas acquise en fait. C'est-à-dire que vous allez imaginer des choses dans votre coin, la façon dont les gens vont l'utiliser, ça ne vous appartient pas en fait. Vous allez le découvrir. Et donc bon là c'est un cas extrême, hein, il y a de la mauvaise foi, mais soyez pas surpris que ça peut arriver aussi que les gens utilisent complètement différemment l'outil que vous avez imaginé pour eux. Alors, pour avoir des feedbacks, ah yes, donc c'est ça qui a repris le contrôle. Pour avoir des feedbacks, il y a un outil qui est simple, qui s'appelle le NPS. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, vous en avez parlé en cours, qui est donc le Net Promoter Score. En fait, c'est une question simple à laquelle vous avez peut-être déjà répondu lorsque vous avez reçu des questionnaires. C'est quelle est la probabilité que vous recommandiez mon produit à un ami, collègue ou membre de la famille sur une échelle de 10 à 0. Et en fait, donc c'est qu'une question en fait, que vous posez. Les personnes qui vont recommander entre 10 et 9, ce sont ce que vous allez appeler les promoteurs. Les personnes qui vont faire un retour entre 8 et 7, ce sera des personnes qu'on va considérer comme neutres, malgré le fait qu'on trouve que la note est assez haute. Et les personnes qui vont vous donner une note entre 0 et 6, ce qu'on va appeler les détracteurs. Donc c'est les gens qui ne donnent pas forcément du bien et qui n'ont pas forcément, soit à qui ça ne correspond pas, le produit, ou soit qui n'ont pas compris son utilité. Et donc, il y a plusieurs outils pour faire ça. Vous pouvez utiliser des outils comme promoteur.io, Thermostat, mais même juste un formulaire Typeform, en fait, tout simplement, qui est gratuit, ou même par mail, juste poser la question. Et en fait, en faisant un petit calcul, vous allez avoir un pourcentage de NPS qui va vous donner un indicateur sur est-ce que les gens adhèrent ou pas, ou comprennent ce que vous avez proposé. Et donc, ça, c'est assez utile parce qu'il n'y a qu'une question. Souvent, la question qu'il y a après, c'est juste pourquoi est-ce que vous avez donné cette note ? Et là, ça va être intéressant parce que là, vous allez rentrer dans une analyse quali de votre formulaire. Donc, c'est là où les gens vont dire bah, j'ai pas compris comment ça marche, ou ça me correspond pas, etc. Ou j'aime bien ça, ou j'aime pas ça, ou j'adore ça, j'aime en parler à tout le monde, comment faire, etc. Donc, si vous devez retenir qu'un seul truc pour demander l'avis d'utilisateur de façon très simple, je vous conseille de regarder ce que c'est que le NPS. C'est très utile. Une façon de tester aussi votre projet, il y a un bouquin qui a été écrit par des anciens de chez Google qui s'appelle la Sprint Methodology, où en fait ils proposent en 5 jours, une méthode en 5 jours, donc vous avez les infos sur le site, il y a des vidéos explicatives, etc. Si vous voulez tester, développer votre projet en 5 jours, donc du lundi au vendredi par exemple, en fait, chaque journée est consacrée à une thématique. Et l'idée, c'est que vous commencez le lundi avec vos idées et le vendredi, vous livrez une première version de votre produit. C'est un peu plus radical, c'est-à-dire qu'on passe d'un sprint normalement qui a entre 2 et 3 semaines à juste une semaine. Ça peut être un bon exercice pour peut-être même commencer, si vous êtes en vacances ou vous avez l'occasion avec votre équipe, de démarrer votre projet comme ça. Donc ça, je vous invite à regarder sur le site, tout est expliqué comment faire. S'il y a, donc là on touche à la fin de la présentation, s'il y a un truc important à retenir aussi sur le développement de votre produit, c'est que c'est pas grave au départ, et ça je l'ai vécu aussi, qu'il y ait beaucoup de tâches manuelles en fait au début. C'est-à-dire que souvent quand on démarre un projet, on se dit mais j'ai tout de suite envie d'avoir une version optimale, j'ai tout de suite envie d'avoir des automatismes, etc. Alors qu'en fait les tâches manuelles, elles sont certes ingrates au départ, mais elles vont vous fournir beaucoup d'apprentissage sur comment votre outil ou comment votre application réagit ou devrait réagir. Par exemple, je pense que j'en ai déjà parlé la dernière fois, ou peut-être celle d'avant, Itch. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'application Itch, donc, qui est VTC collaboratif. Ils ont commencé par eux-mêmes, en fait, aller en boîte de nuit, proposer aux gens de les raccompagner chez eux, leur laisser leur numéro de téléphone, s'ils sont intéressés, ils les contactent, et eux viennent récupérer la personne et l'emmener chez elle. Donc ça, c'était une approche hyper minimaliste, sans aucun développement. Et en fait, faire ça pendant quelques mois, ça leur a permis tout de suite, le jour où ils avaient la conviction qu'il y avait un vrai intérêt pour ce service-là, quand ils ont développé l'application, ils avaient tout de suite en tête toutes les étapes
en fait, comment contacter la personne, est-ce qu'il faut envoyer un petit message pour la prévenir quelques minutes avant qu'on arrive. Enfin, tout en fait les choses qu'on ne pourrait pas deviner si on avait tout de suite mis en place les choses nickel. Airbnb, j'imagine que c'est la même chose. La première fois où ils ont dû faire Airbnb, il n'y avait pas l'histoire des notes, il n'y avait pas... c'est même sûr. Donc il y a forcément des choses que vous allez découvrir en le faisant manuellement et c'est super important parce que si vous passez trop de temps à imaginer ce que serait la réalité, vous allez passer du temps à développer des choses qui ne seront pas forcément utiles. Alors que si vous répétez des tâches et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont importantes et qui reviennent tout le temps, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir savoir que c'est des choses que vous allez automatiser dans un deuxième temps. Donc c'est pas grave au début. Il y a souvent ce complexe de se dire « Ah, mais il faudrait que je fasse quelque chose de parfait dès le début ». En fait, non, c'est pas grave. Faites les tâches manuellement. Le jour où vous êtes débordé, le jour où vraiment ça devient plus gérable pour un être humain de le faire, là, en ce cas-là, vous développez, vous passez du temps à optimiser et vous faites entrer le code en jeu et là, vous allez avoir des automatismes. Il y a une autre vertu que je trouve intéressante quand on développe un projet, c'est de ne pas avoir d'aversion à la perte. L'aversion à la perte, ça veut dire quoi? C'est un biais psychologique où on attache plus d'importance à ce qu'on perd plutôt qu'à ce qu'on gagne. Donc en fait, la phrase type qu'on peut entendre lorsqu'on développe un projet, c'est « Ah mais non, mais j'ai pas envie de... pourquoi est-ce qu'on devrait tuer cette fonctionnalité? J'ai passé 3 semaines à travailler dessus. » Ou « J'ai passé 1 mois et demi à travailler dessus. » En fait, peu importe, si les gens n'ont pas besoin de ce qui a été développé, ça ne sert à rien de continuer à se faire du mal et à leur proposer quelque chose qui n'est pas intéressant seulement parce qu'on y a passé 3-4 semaines dessus à travailler. Donc, il ne faut pas avoir peur de tuer des idées, il ne faut pas avoir peur de tuer des fonctionnalités, même si on y a passé du temps. Il n'y a aucune corrélation entre le temps qu'on a passé à faire quelque chose et la qualité qui est délivrée derrière. Mais encore une fois, c'est un biais qu'on a tous psychologiquement, où on est attaché aux choses auxquelles on a consacré du temps. Donc ça, c'est aussi un tips que moi j'ai pris du temps à accepter, c'est que c'est pas grave, il y a des choses, il ne faut pas avoir peur de les tuer. Si elles ne sont pas utiles, on s'en sépare et on passe à autre chose. Donc l'aversion à la perte, c'est quelque chose à oublier. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce documentaire extraordinaire? Donc, il y a aussi une vertu qui est intéressante quand on développe un projet, c'est le discernement. En fait, c'est de comprendre quand on passe du temps sur quelque chose et que ça ne va pas forcément aboutir. Donc, c'est un peu la frontière entre l'ambition et le déni de la réalité. C'est-à-dire que si vous avez vu ce documentaire sur ce festival qui était un énorme échec, on avait, si on regarde le documentaire, on a affaire à quelqu'un qui est dans un déni de la réalité, ou alors qui est un escroc, il y a sûrement un peu des deux, c'est assez bien illustré, mais il faut être capable aussi, il faut avoir l'humilité d'accepter que parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas et pour lesquelles il faut faire un trait dessus. Alors, je parle de fonctionnalité, là dans le cas, ici il y a tout le projet qui est en défaut, mais peut-être aussi en tant qu'entrepreneur, à la tête d'un projet, vous allez peut-être aussi devoir avoir la décision difficile de vous dire là c'est peut-être le moment d'arrêter. Bon, ça c'est un choix qui est personnel et qui est assez difficile, mais il est important d'être assez honnête avec soi-même et de capter les signaux qui vous indiquent que en fait, la voie est plus compliquée. Alors après, chacun a sa résilience par rapport aux événements, mais je trouve qu'on documente souvent les réussites, on documente assez rarement les échecs, et si vous voulez voir à quoi ressemble un échec industriel, je vous invite à regarder ce documentaire sur Netflix. Donc je vous ai parlé d'outils, certains outils durant la séance sur comment développer un produit. Vous avez des outils de collaboration type Asana, Flow, Basecamp, Trello qui peut aussi vous servir à faire votre product backlog et vos user stories. Vous avez aussi Excel, évidemment, Google Sheet, Airtable, je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi une forme d'Excel un peu plus intelligent, où vous pouvez paramétrer pas mal de choses et qui est connecté à Internet. Pour les wireframes, vous avez des outils comme Balsamiq, Mockup Flow. Pour communiquer entre vous en tant qu'équipe, vous allez aussi avoir besoin éventuellement d'avoir des outils. Donc, beaucoup de gens servent de Slack. Je ne suis pas fan personnellement, mais ça peut être utile. Mais même un groupe WhatsApp, peu importe en fait. Mais bon, ça va être important de mettre en place des mécanismes de communication entre vous. Donc ça, c'est pour la partie outils.
Ah oui, alors sur mon site web personnel, j'ai toute une liste d'outils que vous pouvez aller aussi à cette adresse où vous pouvez découvrir voilà, sur tout plein de choses que j'ai sélectionnées au fur et à mesure. Ça me sert aussi personnellement quand j'ai des trous de mémoire. Donc ça c'est pour la partie outils. Pour la partie légale, vous avez des adresses aussi à connaître éventuellement. Donc là, sur Jurismatic, vous avez une base de données open source de documents légaux où vous pouvez retrouver voilà, tout ce qui est pacte d'actionnaires, les statuts d'une SAS, une SARL, voilà, tout l'aspect légal qui est un peu embêtant. Vous pouvez le retourner là-dessus. Non, juste une question, est-ce qu'on aura accès à ce PowerPoint après le... Ouais, normalement, ouais, ça sera dans les liens de la vidéo. Ok, merci. Et si vous développez une marque, ça peut être utile aussi de le déposer à l'INPI. Donc ça coûte à peu près 200 € de mémoire. Vous pouvez le faire en ligne, c'est assez rapide. Donc après, il y a une nuance que j'apporterai sur la partie légale, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose dont vous avez besoin immédiatement. C'est-à-dire que si vous construisez des structures juridiques, vous déposez votre marque pour en fait quelque chose qui va pas forcément, vous n'êtes pas encore sûr et que vous n'avez pas encore testé, c'est peut-être pas forcément utile. Concentrez-vous d'abord sur tester votre idée, développer votre projet. La partie légale, normalement, c'est une erreur de débutant, moi je l'ai faite, hein, c'est que j'ai voulu tout de suite me mettre bien dans les clous, j'ai tout fait bien au niveau de l'administration, mais en fait c'est pas forcément utile au départ, parce qu'en fait, ce que vous voulez quand vous êtes entrepreneur, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne, que des utilisateurs pour lesquels sont intéressés. Le légal, c'est l'enveloppe qui vient après en général. Mais bon, pourquoi pas le prévoir dès le début aussi, si ça vous rassure. Donc, en résumé, après on pourra faire un peu de questions-réponses. L'équipe, c'est d'abord vous. Vous n'avez pas, même si vous êtes seul, c'est pas grave. Vous pouvez démarrer. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de démarrer seul pour déjà bricoler votre prototype ou votre idée. Les relations humaines, si vous devez vous associer, continuez de faire confiance à vos intuitions, ça fonctionne plutôt bien. Donc encore une fois, seul vous allez aller vite, mais à un moment donné, vous allez probablement avoir besoin de vous entourer pour grandir. Ayez un minimum de connaissances, idéalement dans les domaines d'expertise de vos associés, pour pouvoir communiquer et partager. Privilégiez la méthode agile. Il n'y a pas photo, quand vous êtes une start-up, vous avez besoin d'être confronté au marché rapidement, ce que permet de faire la méthode agile. Utilisez les sprints et votre backlog pour y caser vos user stories et avancer fonctionnalité par fonctionnalité. Les tâches manuelles sont certes embêtantes, mais sont une source d'apprentissage qui vont être très utiles par la suite lorsque vous allez commencer à automatiser. Une fois que vous allez avoir des user stories, des wireframes, vous allez pouvoir commencer à développer. Certes, on a cité pas mal d'outils numériques, mais les discussions, les rencontres physiques, c'est quand même ce qu'il y a de plus, on va dire, concret et de plus sincère, et où là, vous allez pouvoir creuser le plus quand même dans vos échanges en tant qu'associé. Donc, idéalement. Et tout ce qui est légal, bon, ça c'est un conseil personnel, mais faites-le une fois que ça commence à décoller. Évidemment, si vous êtes en confiance avec les personnes avec qui vous travaillez, mais bon, après, si vous n'êtes pas en confiance avec les personnes avec qui travaillez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'associer au départ? Bon, voilà, c'est un point de vue personnel. Mais bon, voilà, le but, c'est pas de construire une société juridique. Le but, c'est de développer un produit que les gens veulent. Et le juridique, ça viendra quand il y aura de l'attraction normalement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais pu résumer cette slide à ça, enfin cette présentation à cette slide. En fait, je fais juste des trucs avec des amis concrets. C'est le résumé. Bon, j'ai cité des méthodologies, des outils, mais la morale, en fait, tout est résumé ici. C'est juste faites des choses et en fait, l'apprentissage viendra en fait. Mais il faut juste faire des choses, pas idéaliser, pas passer trop de temps dans sa tête, pas passer trop de temps à rédiger des business plans ou des idées sur papier. Faites et ensuite vous allez ajuster au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait dans la vie, c'est comme ça qu'on apprend à marcher, à faire du vélo. On ajuste, on tombe, on se relève, on ajuste, on tombe, on se relève. Bon. C'est très banal ce que je vous dis, mais on a souvent des complexes à vouloir tout faire proprement, parfaitement dès le départ. Mais vous pouvez faire ça dans plein de domaines, mais dans l'entrepreneuriat, il n'y a vraiment pas besoin.
Juste, il faut suivre une méthodologie et s'y tenir. Donc aujourd'hui, on a parlé de la construction d'une équipe et d'un produit. L'étape d'après, c'est de parler du marketing, donc comment attirer des utilisateurs pour vos produits, votre service. Donc ça sera la prochaine session, dans un mois j'imagine. En avril. Et voilà, et c'est tout pour moi. Et si vous le voulez bien, on passe aux questions-réponses. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, des choses qui étaient claires, pas claires? Ouais. À un moment, tu dis donc le meilleur moyen de trouver des associés, des collègues, c'est plutôt de chercher dans ses amis, dans ses relations. Mais quoi faire si jamais dans ces relations, il n'y a pas un profil, il n'y a pas le profil qu'on recherche et qu'on doit trouver ailleurs. Enfin, en tout cas, on doit trouver, mais on n'a pas dans les amis. On fait quoi? Alors, moi, en conseil personnel, ça serait de démarrer quand même ton projet, même seul. Et en fait, quand tu es en mouvement, tu crées des opportunités, en fait. Si tu es immobile, tu t'exposes pas aux autres, au monde. Mais à partir du moment où tu vas mettre ton projet en marche, tu vas forcément rencontrer des personnes, rencontrer des utilisateurs. Ça se trouve, tu vas rencontrer tes associés parmi tes premiers utilisateurs. Si ça se trouve, ça ne sera pas un ami ou une connaissance dans une soirée à qui tu vas dire bah, « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je dis bah, « Je développe ce projet. » Tu vas lui montrer. Mais évidemment, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un d'embarquer avec toi s'il y a déjà une première réalité physique de ce dont tu lui parles, plutôt que de dire « Ah, mais en fait, j'ai une idée, mais j'attends la bonne personne pour me lancer. » Là, du coup, tu peux attendre peut-être très longtemps. Mais moi, mon conseil, ça serait d'avancer. De toute façon, après, si tu es bloqué dès le début au niveau des compétences, ce qui est possible, mais a priori, on a vu dans le chapitre MVP qu'on peut déjà essayer de valider son idée, même avec si on n'a pas de compétences techniques, si c'est par exemple ton cas, ou si tu cherches quelqu'un qui a des compétences de le design, par exemple. Par exemple, la vente de mon produit, ça passe beaucoup par mes pages web. Enfin, ça passerait beaucoup par une page web. Il faudrait quelque chose de très attrayant, qui donne envie. Et je ne suis pas du tout dans le design. Et donc, bon, enfin, ça, j'ai la chance au pôle. Je pense, trouver quelqu'un si je cherche. Je commence juste à chercher. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans mes relations directes, j'avais pas d'associés, c'est pour ça. Après, comment dire, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Tu vois, si tu as quelque chose qui brille et qui fait sens, tu vas forcément attirer des talents à toi, en fait. Mais le tout, je pense, c'est de l'initier. Et après, effectivement, tu peux en parler. Moi, quand je disais on peut s'associer avec des amis, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des amis avec qui tu vas pouvoir travailler, et des amis, tu sais, avec qui c'est compliqué de travailler. Donc c'est pas absolu. Oui, ça peut aider, mais tu peux tomber sur des gens que tu connaissais pas il y a 3 mois, qui en fait vont se révéler idéaux pour travailler sur un projet. Mais après, comme toute association, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas lui proposer de te marier immédiatement. Donc tu vas d'abord peut-être boire un verre, tu vas faire une activité ensemble, tu vas passer un week-end ensemble. Et donc progressivement, donc pareil, c'est-à-dire que te mets pas la pression en disant il faut que je trouve un associé demain. Si tu rencontres quelqu'un d'intéressant, tu n'es pas obligé de lui en parler tout de suite. Toi, ça va t'enlever la pression, lui, ça va lui enlever de la pression aussi. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre peut-être à faire juste des petits projets ensemble ou parler de certains sujets, traîner ensemble. Peut-être qu'en fait, dans la discussion, naturellement, ça va s'installer et vous allez dire mais en fait, on pourrait carrément bosser ensemble. Pour donner un exemple à cette méthode de travail, on cherchait avec Julien un troisième associé, plutôt dans le domaine du développement. Donc c'est Guillaume Bergano. On avait besoin de quelqu'un tech, parce que nous, on n'a aucune connaissance du développement. Et en fait, on est passé par une agence. On leur a demandé de nous faire un devis, combien ça coûterait de développer la plateforme. Une fois que le montant est arrivé sur la facture, évidemment, c'était impossible pour nous de payer. Et on lui a dit, écoute, on fait le site, tu vois comment on bosse. Si ça te plaît, on ne te paye pas et on te donne des parts en échange. Et en fait, c'est devenu notre meilleur ami, c'est devenu notre associé. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et tu as des manières de faire que tu n'aurais pas imaginé, qui étaient censées être, c'était censé être notre prestataire. Et au final, on s'est arrangé comme ça. Et depuis, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et tout se passe bien. En fait, tu as plein de moyens d'y arriver. Il y a ça, il y a aussi des rencontres, il y a des afterworks qui sont organisés pour trouver des associés.
il y a plein de gens ici aussi. Plus tu parles de ton projet, plus les gens peuvent être intéressés, en particulier pour ton projet, je pense. C'est vrai que vous avez la chance d'être sur un pôle où il y a, je sais pas, 6000 étudiants, une école d'ingénieurs, il y a une école de design, graphisme, enfin l'IM, il y a une école de commerce. C'est un ensemble nous, qu'on a pris. Ouais, donc c'est vrai que On a pioché ici, quoi. à travers les assos, il y a peut-être des façons de rencontrer des gens. Moi, je pense que c'est un peu comme chercher à trouver le sommeil. C'est-à-dire, si on y pense trop, on s'endort pas. Si on lâche un peu prise et qu'on se dit, bon, allez, on va laisser les choses faire, moi, j'avance de mon côté, je crée de la valeur de mon côté, et ben, potentiellement, je dis pas forcément, mais potentiellement, tu vas t'exposer à plus de gens et tu vas tomber peut-être sur des opportunités. Ok. Et une question concernant la structure de l'équipe. Parce que les gens ne s'engagent pas juste en disant que bon, tu as un super projet, tu as un super truc, on vient avec toi. C'est que les gens cherchent une sorte de structure qui les protège, genre dans lesquelles ils s'introduisent aux autres. Enfin, je parle plus précisément de notre cas. Et ce qu'on est 5, on va monter un projet avec lequel on a gagné un hackathon, on a parlé avec des responsables de major, tout va bien. Mais notre problème à ce moment-là, c'est le manque de structure. On ne sait pas si on va lancer une start-up ou une association. Parce que dans les deux cas, tout change. Enfin, dans le cas d'une start-up, c'est une autre histoire. Dans le cas d'association, ça en est une autre. Donc, oui, est-ce qu'il ne faut pas déjà une structure avant de lancer? C'est-à-dire, quand j'étais seul, j'aurais dû penser à une structure et après inviter les gens. Ou, là maintenant, il faut décider. Bah, maintenant que vous en parlez, qu'est-ce qui ressort le plus? En fait, ça dépend. Parce que les startups, on peut avoir des mécénats, on peut avoir des partenaires, mais on n'aura pas accès aux ressources du pôle. Mais les associations, c'est qu'on peut avoir tout, sauf qu'on ne peut pas se faire payer. Et c'est un projet dans lequel il faut vraiment s'investir. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et les gens, ils ne sont pas simplement contents de gratification juste par avoir des ECTS. C'est vrai. Donc, ils veulent plus. Donc, on pensait à une start-up, mais il a ses propres enjeux. Et donc, ma question plus précisément, c'est que est-ce qu'il vaudrait mieux que là, quand on est petit, on les garde à cette taille-là, qu'on le fasse passer par une autre association, juste en tant que projet pour tester, un truc vraiment trial. Si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, on a validé notre projet. Ou lancer une vraie start-up et commencer toute une démarche. Il n'y a pas de règle. De ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a un besoin, une envie de se structurer proprement comme une entreprise, donc d'avoir des statuts, des règles plus structurées. Mais visiblement, ce que vous avez besoin, c'est d'être une entreprise. Donc, juridiquement une entreprise, mais d'être une start-up dans les faits. Donc, je te conseillerais d'aller là-dessus, si c'est ça qui est important pour vous, en fait. Mais encore une fois, c'est comme je disais, c'est comme une relation. S'il y a des gens qui vont être à l'aise avec le mariage, d'autres qui vont vouloir un Pacs, à la limite, l'important, c'est que vous soyez ensemble et que vous avanciez avec ce qui vous convient le plus, en fait. Donc, de ce que j'entends, ce serait plus une structure, d'entreprise. Merci. Je t'en prie. Bon, si c'est tout, on termine là. Puis on peut discuter. Ouais. Puis on discuter après. Pas de souci. Merci à vous.